Chapitre 1. Les fondations se fissurent. Robert Bobby Fleming se tenait dans son atelier, l'odeur d'huile moteur et de copeaux de métal lui emplissant les narines tandis qu'il serrait le dernier boulon de la Camaro vintage de Madame Henderson. À 42 ans, Bobby affichait toujours la silhouette élancée et disciplinée de ses années de rangée. Même si 15 ans de vie civile avaient adouci certaines de ses aspérités, ses mains calleuses se déplaçaient avec une précision d'expert. Ces mêmes mains qui avaient autrefois démonté des engins explosifs improvisés en Afghanistan redonnaient vie aux moteurs classiques. Le bruit de la BMW de Linda qui s'engageait dans l'allée perturbait sa concentration. Elle était rentrée plus tôt que d'habitude de son travail dans l'agence immobilière haut de gamme du centre-ville. Par la fenêtre du garage, il regardait sortir sa femme, mariée depuis 18 ans. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés malgré l'après-midi humide de Géorgie. Elle travaillait plus souvent tard ces 6 derniers mois, prétextant que le marché immobilier de luxe était en plein essor et que ses clients exigeaient des visites en soirée. Bobby, appela Linda, sa voix emplie de cette gaieté artificielle qu'il avait appris à reconnaître. Je suis rentré. Leurs jumeaux, Ashley et Tyler, tous deux âgés de 17 ans, levèrent à peine les yeux de leur téléphone lorsque Linda entra par la cuisine. Bobby s'essuya les mains avec un chiffon et rejoignit sa famille, remarquant comment Linda évitait son regard en s'activant autour de l'îlot central. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-il, sincèrement intéressé malgré la distance grandissante. « Oh, tu sais, le chaos habituel. Le manoir Pinton a finalement reçu une offre, et j'ai dû me coordonner avec 3 avocats différents. » Elle marqua une pause, croisant enfin son regard. « Au fait, Bobby, il faut qu'on parle de quelque chose. Les enfants et moi avons discuté de ton anniversaire à venir. » Ashley leva les yeux de son téléphone et échangea un regard avec Tyler que Bobby capta mais ne put déchiffrer. Il y avait quelque chose de répété dans ce moment, comme des acteurs qui atteignent leurs objectifs. « Mon anniversaire n'est pas avant une semaine, » dit lentement Bobby. « De quoi parler ?» Le sourire de Linda se crispa. « On veut que ce soit spécial. »« Vraiment spécial ?» Bobby avait rencontré Linda il y a 20 ans lors d'un dîner de charité du VA à Atlanta. Elle faisait du bénévolat, aidant les vétérans à faire la transition vers la vie civile, et sa chaleur sincère l'avait attirée comme un phare. Elle avait écouté ses difficultés à trouver un but après avoir quitté les Rangers, sans jamais le juger lorsqu'il acceptait des petits boulots au lieu de poursuivre les études supérieures dont tout le monde lui disait qu'il avait besoin. Lorsqu'il avait lancé son entreprise de restauration automobile, elle avait été son plus grand soutien, travaillant même le week-end pour l'aider à tenir la comptabilité. La femme qui se tenait devant lui semblait maintenant une étrangère portant le visage de sa femme. « Papa. » Tyler prit la parole, sa voix étrangement formelle. « On sait que tu as travaillé très dur. Il est peut-être temps pour toi de faire une pause. Découvrir de nouveaux endroits. De nouveaux endroits. » L'instinct de Bobby, aiguisé par des années à sentir le danger en territoires étrangers, commença à le ronger. Quel genre de nouveaux endroits? Linda s'approcha de la fenêtre de la cuisine, lui tournant le dos. « On pense juste que tu étais tellement concentré sur le travail, sur cette maison, sur nous. Peut-être que ce serait bien pour toi d'avoir un peu d'espace pour explorer qui tu es en dehors de toutes ces responsabilités. » Les mots frappèrent Bobby comme des éclats d'obus. Dans l'armée, il avait appris à lire les intentions des gens à travers leur langage corporel, leur ton, leur silence. Chaque signal qu'il recevait maintenant criait à la tromperie. « Tu veux que je parte » demanda-t-il doucement. « Pas partir » dit Ashley rapidement, mais sa voix tremblait. « Prends juste du temps pour toi. Maman dit, tu n'as jamais pu voyager après l'armée. Tu n'as jamais pu être jeune et libre. » Bobby observa le visage de sa fille, y voyant de la culpabilité, mais aussi autre chose. De l'impatience. Son fils ne pouvait pas le regarder dans les yeux. « Et vous avez eu cette idée tous ensemble ?» demanda Bobby. « On veut ce qu'il y a de mieux pour toi, papa » marmonna Tyler. Linda se détourna de la fenêtre et, l'espace d'un instant, Bobby perçut quelque chose dans son expression. Du soulagement mêlé d'impatience. Elle voulait qu'il parte. Pas pour lui, mais pour elle. Réfléchis dit Linda. Tu as été le soutien, le protecteur, le responsable pendant si longtemps. Tu ne veux pas voir ce qui se passe ailleurs? Bobby hocha lentement la tête, l'esprit déjà en ébullition. 20 ans de mariage, 18 ans à élever des enfants, à monter une entreprise à partir de rien, à soutenir Linda dans ses changements de carrière et ses rêves, et maintenant, il voulait qu'il disparaisse.
J'y réfléchirai, dit-il finalement. Cette nuit-là, allongé dans son lit à côté de Linda, Bobby fixa le plafond et écouta sa respiration. Elle était encore éveillée. Il le devinait au rythme, mais elle faisait semblant de dormir. Il repensa à leurs jeunes années, quand ils restaient éveillés à parler jusqu'à l'aube de leurs rêves et de leurs peurs. Quand ces conversations avaient-elles cessé? Il repensa aux premiers pas d'Ashley, aux matchs de petite ligue de Tyler, aux campings familiaux à la montagne. Il repensa aux journées de 16 heures pour développer son entreprise, refusant des contrats lucratifs qui l'empêcheraient de dîner en famille. Il repensa aux récentes réunions de Linda avec ses clients, qui avaient duré jusqu'à minuit. Dans l'obscurité, Bobby Fleming commença à comprendre que la vie qu'il avait tant lutté pour construire et protéger était déjà terminée. La question était désormais de savoir ce qu'il allait reconstruire de ses cendres. Chapitre 2. L'autre homme. 3 jours plus tard, Bobby était assis dans son pick-up en face de Bella Vista, le luxueux restaurant italien où Linda prétendait être à un dîner d'affaires. À travers les grandes fenêtres, il la voyait à une table dans un coin, mais elle n'était pas avec des clients. Elle était avec un homme que Bobby avait reconnu grâce aux pages mondaines du journal local. Gregory Winters, héritier de la fortune de Winter Construction et récemment divorcé de sa femme mondaine. Winters était tout ce que Bobby n'était pas. Grand là où Bobby était de taille moyenne, raffiné là où Bobby était un peu brut de décoffrage. Richesse héritée là où Bobby avait gagné chaque dollar à force de travail et de talent. Il regarda Winters tendre la main par-dessus la table pour toucher celle de Linda. Il vit sa femme, toujours à la tête de son alliance, se pencher pour ce geste. Avec une intimité familière. Bobby sentit un froid glacial s'installer dans sa poitrine. Non pas le chagrin qui viendrait plus tard. C'était une reconnaissance. L'ennemi s'était révélé. Il avait suffisamment exploré le terrain pour savoir que l'information était un pouvoir. Au lieu de faire irruption au restaurant ou d'affronter Linda chez elle, Bobby commença à recueillir des renseignements. Il installa un petit dispositif de localisation, issu de ses contacts militaires, sur la BMW de Linda. Il activa le logiciel de surveillance téléphonique de leur forfait familial partagé, dont Linda avait oublié l'existence. Il commença à documenter ses déplacements, ses appels, ses SMS. Ce qu'il découvrit lui fit serrer les mâchoires, empreint d'une rage contenue. Leur liaison durait depuis 8 mois. Linda avait rencontré Winters lorsqu'elle avait mis en vente la villa de son ex-femme après leur divorce. Leur flirt avait rapidement dégénéré en rencontres clandestines, cadeaux coûteux et promesses d'une nouvelle vie commune. Mais il y avait un problème. Winters voulait Linda pour lui tout seul. Et le contrat de mariage de son précédent mariage l'empêchait de se permettre un nouveau divorce coûteux s'il se remariait trop vite. La solution, d'après leurs échanges par SMS, était élégante dans sa cruauté. Ils allaient convaincre Bobby de partir volontairement. Lui faire croire que c'était son idée, sa chance de liberté. Une fois parti et suffisamment de temps écoulé, Linda demanderait le divorce pour abandon. Elle récupérerait la moitié de tout ce que Bobby avait construit, la maison, l'entreprise, les économies, tandis que Winters conserverait son héritage. Mais la révélation la plus dévastatrice est venue d'un message vocal que Linda avait laissé à Winters. Les enfants sont totalement partants. Je leur ai expliqué combien ils seraient plus heureux avec les ressources de Gregory. Une école privée, des fonds pour leurs études supérieures, des relations que leur père n'aurait jamais pu leur donner. Tyler, en particulier, en voit les avantages. Il en a assez d'être gêné par son père ouvrier. Assis dans son camion devant le restaurant, Bobby regardait sa femme rire d'une remarque de Winter, et sentait les derniers vestiges de l'homme qu'il avait été s'éteindre. Ce qui émergea à cet instant était quelque chose de plus dur, de plus froid, quelque chose forgé dans le creuset de la trahison. Il repensa au comportement étrange d'Ashley, à l'incapacité de Tyler à le regarder dans les yeux, à l'inquiétude soudaine de Linda pour sa liberté. Ils avaient tous joué la comédie, le manipulant avec une précision chirurgicale. Ses propres enfants, ceux pour qui il s'était donné tant de mal pour subvenir aux besoins, participaient volontairement à cette tromperie élaborée. Ce soir-là, Bobby appela son ancien camarade de l'armée, Marcus Shinn, qui dirigeait désormais une entreprise de sécurité privée à Atlanta. « J'ai besoin d'une faveur », dit Bobby sans préambule lorsque Marcus répondit. « Bobby, bon sang, ça fait quoi, 3 ans ? Que se passe-t-il ? J'ai besoin d'une enquête complète sur quelqu'un. Gregory Winters, et j'ai besoin que ce soit fait discrètement. » Il y eut un silence. Winters comme dans la construction de Winter.
Bobby, dans quoi t'embarques-tu? Juste pour savoir à qui j'ai affaire. Marcus resta silencieux un instant. D'accord, mais Bobby, quoi que tu prépares, sois prudent. Les garçons riches comme Winter sont des avocats et des relations. Ils ne se battent pas à la loyale. Bobby sourit, mais sans chaleur. Moi non plus. Les jours suivants, Bobby joua son rôle à la perfection. Il sembla réfléchir à la suggestion de Linda de prendre du temps pour lui. Il posa des questions pertinentes sur les voyages, la découverte de soi, l'espace nécessaire pour que sa famille puisse s'épanouir. Il vit le soulagement de sa femme grandir à chaque conversation, ses enfants s'animaient en discutant de leur avenir avec le riche petit ami de leur mère. Lorsque Marcus rappela pour lui raconter le passé de Winter, Bobby ne fut pas surpris par ce qu'il apprit. Gregory Winter c'était exactement ce qu'il semblait être, un héritier privilégié qui avait vécu sur les chapeaux de roue grâce à l'argent et au nom de sa famille. Il n'avait jamais servi son pays, jamais rien construit de ses propres mains, jamais fait de sacrifice pour qui que ce soit d'autre que lui-même. Il collectionnait les voitures de luxe, les belles femmes et les adhésions à des clubs exclusifs avec la même superficialité. Mais il y avait autre chose dans le rapport, quelque chose qui raviva le sourire prédateur de Bobby. Winters avait une faiblesse, un talon d'Achille qui pouvait être exploité. Il était paranoïaque quant à sa réputation et à sa place dans la hiérarchie sociale d'Atlanta. Son divorce avait déjà terni sa réputation dans certains cercles, et il cherchait désespérément à se refaire une image d'homme d'affaires prospère et respectable. Bobby commença à élaborer un plan. Chapitre 3. Le cadeau d'anniversaire. Joyeux anniversaire! Crièrent Linda et les jumeaux lorsque Bobby entra dans la cuisine le samedi matin. L'îlot était décoré de ballons et d'un gâteau du commerce, et Ashley tenait une boîte emballée avec un or affiné. Bobby regarda leurs visages impatients et ne ressentit qu'un calcul froid. Ils étaient si fiers d'eux-mêmes, si confiants dans leur tromperie. Il se demanda s'ils avaient répété ce moment, répété leur texte pour être sûr que leur performance soit convaincante. Waouh, dit-il d'une voix à la fois surprise et chaleureuse. Vous n'étiez pas obligé de faire tout ça. Ouvre ton cadeau, papa, dit Tyler en sautillant légèrement sur ses pieds. L'excitation dans sa voix était réelle. Il était sincèrement heureux de ce qu'il lui offrait. Bobby prit la boîte et retira soigneusement le papier cadeau, faisant durer le moment. À l'intérieur se trouvait un billet de bus Greyhound pour Portland, dans l'Oregon, daté du lundi suivant. Un aller simple. Portland. Bobby leva les yeux vers sa famille avec ce qu'il espérait ressembler à de la confusion plutôt qu'à la rage meurtrière qui montait en lui. Linda s'avança, le visage exprimant une inquiétude bienveillante. Nous savons que tu es agité, Bobby. Et Portland a une scène artistique formidable. De nombreuses opportunités pour quelqu'un avec tes compétences. Ça pourrait être un nouveau départ, mais mon entreprise. Nous serons là à ton retour, dit rapidement Linda. Ce n'est pas permanent. Il est juste temps pour toi d'explorer et de voir ce qu'il y a d'autre. Ashley hocha la tête avec empressement. Maman nous a montré tous ces endroits sympas à Portland. Il y a des tonnes de collectionneurs de voitures anciennes là-bas, et la scène musicale est incroyable, et c'est parfait pour toi, papa. Tyler l'interrompit. Tu as toujours dit que tu voulais voir le Nord-Ouest Pacifique. Bobby n'avait jamais dit ça. Il n'avait jamais exprimé le désir de quitter la Géorgie, son entreprise ou sa famille. Mais ses enfants avaient été tellement convaincus par le récit de leur mère qu'ils croyaient sincèrement lui faire un cadeau. Il est temps pour toi de partir pour qu'on puisse commencer une nouvelle vie, dit Linda. Et l'espace d'un instant, son masque tomba. Les mots sortirent plus durement qu'elle ne l'avait voulu, avec une pointe de finalité qui révélait ses véritables sentiments. Bobby regarda à nouveau le ticket de bus, comprenant toute l'ampleur de leur trahison. Il ne lui demandait pas seulement de partir. Il le jetait comme un vieil appareil qui ne leur convenait plus. Quand part-il, demanda-t-il doucement. Lundi matin, Linda dit, on s'est dit. On s'est dit qu'il valait mieux faire vite, comme arracher un pansement. Bobby hocha la tête, pliant soigneusement le ticket. Tu sais quoi? Tu as raison. Le soulagement qui inonda le visage de Linda était si évident que Bobby se demanda comment il avait pu passer à côté des panneaux aussi longtemps. Merci, dit-il en les regardant chacun à tour de rôle. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Il passa le dimanche à préparer un simple sac de sport pendant que Linda et les enfants allaient voir ce qu'ils prétendaient être un film. Grâce à l'application de localisation, Bobby savait qu'ils étaient en fait au manoir de Winter,
célébrant probablement leur manipulation réussie et planifiant leur nouvelle vie ensemble. Lundi matin, Linda le conduisit à la gare routière. Elle bavardait nerveusement sur le fait de rester en contact, sur le bien que cela lui ferait et sur son amour pour lui. Bobby l'écoutait d'une oreille distraite, se concentrant surtout sur la mémorisation de son visage. Quand elle le reverrait, tout serait différent. « Je t'aime aussi. » Il mentit lorsqu'elle l'embrassa pour lui dire au revoir. Bobby acheta un billet, attendit que la BMW de Linda disparaisse dans la circulation, puis marcha jusqu'à l'aéroport et prit un vol pour Atlanta sous une fausse identité fournie par Marcus. Le soir, il était dans un motel bon marché en périphérie de la ville, regardant les informations sur son téléphone. Pendant la semaine suivante, Bobby était un fantôme. Il surveillait Linda et Winters grâce au dispositif de localisation et au matériel de surveillance que Marcus l'avait aidé à acquérir. Il regarda Winters emménager chez lui 3 jours après le départ supposé de Bobby. Il écouta les appels téléphoniques de Linda avec ses amis, se vantant de sa nouvelle relation et de son projet de divorce. Il vit ses enfants s'adapter à leur nouveau style de vie luxueux avec une facilité déconcertante. Le vendredi soir, exactement une semaine après son départ, Bobby prépara le carton qui allait tout changer. À l'intérieur du carton d'expédition, il plaça plusieurs objets, une clé USB contenant tous les SMS, emails et appels téléphoniques enregistrés entre Linda et Winters, des photos imprimées de leur rencontre secrète des 8 derniers mois, des copies de relevés financiers montrant comment Linda avait progressivement transféré de l'argent de leur compte joint vers un compte privé que Winters l'avait aidé à ouvrir. Mais la pièce maîtresse était un objet unique qui allait semer la terreur dans leur cœur, la coûteuse montre Rolex de Gregory Winter, celle qu'il n'avait jamais retirée, celle qu'il portait quelques heures plus tôt lors de sa visite très personnelle. Bobby scella le carton et l'adressa à Linda Fleming. Sans adresse de retour. Il le déposa dans une boîte aux lettres à l'autre bout de la ville et retourna à sa chambre de motel pour attendre. Samedi matin, il ralluma le téléphone qu'il avait laissé derrière lui et attendit que les appels commencent. Ils arrivèrent en quelques minutes. 43 appels manqués de Linda et des enfants. 10 autres d'avocats. 17 SMS allant de la panique aux menaces en passant par des « s'il vous plaît » désespérés. Bobby écouta un message vocal. La voix de Linda tremblait, terrifiée. « Bobby, s'il te plaît, rappelle-moi. Il faut qu'on parle. Quoi que tu penses, quoi que tu fasses, on peut arranger ça. Les enfants ont peur. J'ai peur. S'il te plaît, rappelle-moi. » Il effaça le message sans le terminer et éteignit le téléphone. La première phase était terminée. Le vrai jeu ne faisait que commencer. Chapitre 4. L'homme disparu. Bobby Fleming n'existait plus. Du moins, pas d'une manière qui importait à ceux qui le recherchaient. Grâce aux compétences acquises chez les Rangers et aux relations qu'il entretenait depuis l'armée, Bobby était devenu David Mitchell, consultant automobile indépendant, disposant d'économies et d'une empreinte numérique inexistante. Depuis son poste dans un véhicule de surveillance garé à 3 pâtés de maison de son ancien domicile, Bobby observait avec des jumelles puissantes les allées et venues des voitures de police. L'inspecteur Ray Morrison, une vieille connaissance du groupe de soutien aux vétérans de Bobby, menait l'enquête sur la disparition de Gregory Winter. Ce que la police ignorait, ce que Linda ignorait, c'est que Winters n'avait pas disparu. Il était exactement là où Bobby l'avait laissé, dans un conteneur insonorisé, dans un complexe industriel abandonné que l'entreprise de sécurité de Marcus utilisait pour ses exercices d'entraînement. Bobby avait été patient et méthodique pendant 3 jours après l'envoi du colis. Il avait étudié les habitudes de Winter, appris ses routines, identifié ses points faibles. L'homme était prévisible. Séance de gym onéreuse à 6 heures du matin, café dans le même café chic, apéritif en soirée dans son club privé. Il avait été presque trop facile de l'intercepter dans le parking de son immeuble de bureau du centre-ville. Le chloroforme avait été inutile. Une prise de sommeil bien appliquée avait permis à Winters de se libérer sans difficulté. Bobby avait chargé l'homme inconscient dans une camionnette volée et l'avait conduit jusqu'au dépôt de conteneurs, où il avait soudé la porte et laissé à Winters suffisamment de nourriture et d'eau pour plusieurs semaines, un seau pour les toilettes et une radio à pile pour lui tenir compagnie. Maintenant, en regardant l'inspecteur Morrison interroger Linda pour la 3e fois, Bobby n'éprouvait aucune satisfaction. Ce n'était pas encore une vengeance. C'était juste une mise en place. Le vrai jeu exigeait que tous les éléments soient en place. Son téléphone, un téléphone portable qu'il avait acheté comptant, vibra, accompagné d'un SMS de Marcus.
Colis livré selon vos spécifications. Bobby sourit. Le deuxième colis avait été placé. À travers ses jumelles, il observa Ashley ouvrir la porte et accepter une livraison d'un coursier. Ce colis lui était spécifiquement adressé, et Bobby savait exactement quelle serait sa réaction en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvaient des photos, non pas les photos de surveillance professionnelle du premier carton, mais quelque chose de bien plus personnel et dévastateur. Des photos d'Ashley et Tyler que Bobby avait prises au fil des ans, annotées à l'encre rouge avec des détails sur leur quotidien, leurs horaires d'école, les adresses de leurs amis, leurs endroits préférés. Le message était clair et terrifiant. Quelqu'un les observait. Quelqu'un qui savait tout de leur vie. Au fond du carton se trouvait une simple note dactylographiée. Ton père t'a protégé. Qui te protège maintenant? Bobby regarda par la fenêtre Ashley hurler, vit Linda se précipiter aux côtés de sa fille, vit le visage de son fils pâlir en regardant les photos. Quelques minutes plus tard, Linda était au téléphone avec l'inspecteur Morrison, la voix aiguë de panique. Bobby ne ressentait rien en voyant la terreur de ses enfants. Ils avaient choisi leur camp en préférant l'argent de Winter à l'amour de leur père. Maintenant, ils pouvaient vivre avec les conséquences de ce choix. La deuxième phase était celle de l'isolement. Au cours des jours suivants, Bobby démantela systématiquement tout le réseau de soutien que sa famille avait bâti, grâce aux informations recueillies sur les clients immobiliers de Linda. Il commença à appeler anonymement les plus gros clients de son agence, révélant des informations compromettantes sur sa liaison et remettant en question son éthique professionnelle. Il divulgua des détails sur les relations d'affaires de Winter à ses concurrents, faisant échouer plusieurs contrats importants. Mais la pression psychologique était la clé. Chaque jour apportait de nouveaux rappels, quelqu'un observait, attendait, planifiait. Une rose fanée oubliée sur la voiture d'Ashley à l'école. La combinaison du casier de Tyler avait mystérieusement changé. Les cartes de crédit de Linda avaient mystérieusement été annulées. De petites failles de sécurité prouvaient leur vulnérabilité. L'enquête policière sur la disparition de Winter était au point mort, Bobby ne leur ayant rien laissé à découvrir. Les images de surveillance du parking avaient été mystérieusement corrompues. Le téléphone de Winter avait été retrouvé dans une benne à ordures à l'autre bout de la ville, nettoyé. Sa voiture avait été retrouvée abandonnée à l'aéroport, suggérant qu'il avait peut-être fui la ville volontairement. L'inspecteur Morrison était compétent, mais limité par la procédure et le budget. Il ne pouvait mener une enquête approfondie sans preuve d'actes criminels, et Bobby avait pris soin de s'assurer qu'aucune de ces preuves n'existait. Pendant ce temps, Linda découvrait que sa nouvelle vie n'était pas aussi sûre qu'elle l'avait imaginé. Sans la présence et le soutien financier de Winter, le train de vie luxueux qu'on lui avait promis s'évanouissait. Les paiements de la maison que Winter savait financer étaient désormais entièrement à sa charge. Les frais de scolarité de l'école privée qu'il avait proposée aux jumeaux étaient soudainement remis en question. Les relations sociales qu'il leur fournissait retiraient leurs invitations. Bobby observait tout cela dans l'ombre, documentant le désespoir croissant de sa famille avec la même précision méthodique qu'il avait autrefois utilisée pour traquer les insurgés en Afghanistan. Il apprenait sur eux des choses que 20 ans de mariage n'avaient jamais révélées. La capacité d'auto-illusion de Linda était remarquable. Même si son monde s'écroulait autour d'elle, elle maintenait que Winters reviendrait et que tout reprendrait comme prévu. Ashley était plus coriace qu'il ne l'avait cru, s'adaptant à la pression avec une résilience qui aurait pu le rendre fier dans d'autres circonstances. Tyler était le maillon faible, visiblement craquant sous la pression d'une peur constante. 2 semaines après le deuxième message, Bobby établit son premier contact direct. Utilisant un modulateur vocal qu'il avait obtenu de Marcus, il appela la ligne fixe à 3 heures précises du matin. Linda répondit à la deuxième sonnerie, la voix étranglée par l'angoisse insomniaque. « Bonjour. Tu as gâché la meilleure chose que tu aies jamais eue, dit Bobby. Sa voix était déformée électroniquement au point d'être méconnaissable. Qui est-ce? Que veux-tu? Je veux que tu comprennes les conséquences. Si tu fais du mal à mes enfants, tes enfants ont fait leur choix. Maintenant, ils vivent avec. Bobby raccrocha et observa avec ses jumelles les lumières s'allumer dans toute la maison. Tandis que Linda vérifiait frénétiquement les serrures et scrutait à travers les rideaux, il la vit au téléphone avec l'inspecteur Morrison. Il imagina son rapport hystérique sur l'appel menaçant. Mais la police ne pouvait les protéger d'un ennemi qu'ils ne pouvaient identifier, localiser, comprendre. Bobby avait appris la patience dans le désert, appris à attendre le moment idéal pour frapper. Sa famille était sur le point de découvrir que certaines leçons arrivaient trop tard pour avoir de l'importance.
Chapitre 5. La campagne de pression. 3 semaines après la disparition de Gregory Winter, Linda Fleming découvrait que sa nouvelle vie soigneusement planifiée reposait sur des fondations de sable. Bobby l'observait depuis son poste de surveillance sortir du bureau de l'avocat spécialisé en faillite, le visage pâle et tiré. Sans le soutien financier de Winter, sa tentative de maintenir son train de vie dispendieux grâce à ses seuls revenus immobiliers était un échec cuisant. L'ironie n'échappait pas à Bobby. Pendant 18 ans, il avait été le soutien stable, le pilier fiable qui avait permis à Linda et aux enfants de rêver grand et d'atteindre des sommets. Maintenant, sans ce soutien, ils apprenaient la différence entre sécurité acquise et luxe emprunté. Son téléphone vibra, annonçant une mise à jour de Marcus. Vérification du conteneur terminée. Sujet toujours en sécurité. Débutant la 3e phase, Bobby répondit. Continuez. La 3e phase était celle de la révélation. Winters avait disparu suffisamment longtemps pour que l'enquête policière se calme, suffisamment longtemps pour que Linda puisse affronter la dure réalité de sa situation. Il était temps de lui montrer exactement ce qu'elle avait perdu et ce qu'elle n'avait jamais vraiment eu. Ce soir-là, Bobby passa son 2e coup de fil. Linda répondit à la première sonnerie. Bonjour. Sa voix était plus aiguë, teintée de désespoir plutôt que de peur. Avez-vous compris ? Demanda Bobby à travers le modulateur de voix. Que attendez-vous de nous ? Je veux que vous compreniez la différence entre protection et emprisonnement. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Gregory Winters ne vous a jamais aimé, Linda. Il a vu une opportunité, une épouse seule avec des biens auxquels il pouvait accéder et qu'il pouvait utiliser. Vous étiez sa stratégie de sortie d'un divorce difficile. Rien de plus. Ce n'est pas vrai. Vérifiez son ordinateur. Le mot de passe est Lucky Charm 2019. Le surnom de son ex-femme. Lisez. Ses courriels à son avocat sur les stratégies de protection des actifs par le mariage avec une personne aux finances saines et à la propriété établie. Lisez ses SMS à son frère sur la façon dont il avait réussi à séduire la femme de l'entrepreneur grâce à un arrangement commercial. Bobby entendit Linda inspirer brusquement. Tu mens. Vérifie par toi-même. L'ordinateur est dans son bureau, dans le 2e tiroir du bureau. Tu y as toujours accès, n'est-ce pas ? Il t'a donné une clé avant de disparaître. La ligne a été coupée. Bobby savait que Linda se rendrait au manoir de Winter le soir même. Elle trouverait exactement ce qu'il lui avait dit de trouver, car Gregory Winters l'avait vraiment utilisé. Il ne la voyait en réalité que comme un outil pratique pour protéger ses actifs. Bobby s'était simplement assuré que les preuves seraient faciles à trouver lorsque Linda les chercherait. Le lendemain matin, Bobby s'est positionné de manière à pouvoir surveiller la maison de Linda. Elle n'était pas rentrée la veille au soir, et lorsqu'elle s'est finalement garée dans l'allée à 8 heures, son visage en disait long. Elle avait trouvé l'ordinateur de Winter, lu sa correspondance et compris la vérité sur leur relation. Grâce à ses micros, Bobby entendit Linda expliquer à Ashley et Tyler que Winters pourrait ne pas revenir, qu'ils devaient se préparer à des changements. Les réactions des enfants étaient révélatrices. Ashley exigea immédiatement de savoir comment cela affecterait ses projets universitaires, tandis que Tyler demanda s'il pouvait encore payer les frais de scolarité de leur école privée. Aucun d'eux ne manifesta d'inquiétude pour le bien-être de Bobby ni de regret pour la façon dont il l'avait traité. Même face à la ruine financière, leur principale préoccupation restait matérialiste et égoïste. Cet après-midi-là, l'inspecteur Morrison rendit une nouvelle visite à la maison. Grâce à son équipement de surveillance, Bobby écouta la conversation avec une satisfaction froide. « Madame Fleming, dit Morrison, je dois vous poser la question directement. Avez-vous des raisons de croire que votre mari pourrait être impliqué dans la disparition de Gregory Winter ?» Bobby, le rire de Linda était cassant. « Inspecteur, Bobby a quitté la ville il y a 3 semaines. Il est à Portland, dans l'Oregon. Je l'ai conduit moi-même à la gare routière. » Oui, madame. Vous me l'avez dit. Mais nous avons vérifié auprès de Greyhound, et bien qu'un certain Robert Fleming ait bien acheté un billet pour Portland ce jour-là, il n'y a aucune trace de son utilisation. Le billet n'a jamais été scanné, ni validé. Bobby pouvait presque entendre l'esprit de Linda travailler dur pour traiter cette information. Nous avons également trouvé intéressant, a poursuivi Morrison, que le téléphone portable de M. Fleming soit éteint depuis le jour où il est censé avoir quitté la ville. La plupart des gens, même ceux qui cherchent un nouveau départ, gardent leur téléphone allumé en cas d'urgence.
Peut-être qu'il en a acheté un nouveau, a suggéré Ashley chaque semaine. Peut-être, a acquiescé Morrison. Mais voici ce qui me laisse vraiment perplexe. Votre mari était un ranger décoré de l'armée, n'est-ce pas? Une expérience de combat en Afghanistan, une formation spécialisée en reconnaissance, et comment qualifiait-il cela? Des tactiques de guerre non conventionnelles. Le silence dans la maison était assourdissant. Madame Fleming, dit doucement Morrison, je veux que vous réfléchissiez bien. Votre mari aurait-il pu savoir quelque chose de votre relation avec Monsieur Winters? Quelque chose qui aurait pu le mettre en colère au point de passer à l'acte. La voix de Linda était à peine un murmure. Il l'ignorait. J'étais prudente. Nous étions prudents. Madame, d'après mon expérience, les maris en savent généralement plus que leurs femmes ne le pensent, surtout ceux qui ont suivi une formation militaire en surveillance et en collecte de renseignements. Après le départ de Morrison, Bobby observa sa famille à travers la caméra thermique que Marcus lui avait fournie. Linda faisait les 100 pas, Ashley pleurait et Tyler jetait des objets dans sa chambre. La réalité de leur situation commençait enfin à s'imposer. Ils avaient trahi un homme qui possédait à la fois les compétences et la motivation nécessaires pour les détruire complètement. Ce soir-là, Bobby passa son 3e appel. « S'il vous plaît », répondit Linda avant qu'il ne puisse parler. « S'il vous plaît, si c'est Bobby, si vous êtes là, on peut arranger ça. On peut trouver une solution. » « Il n'y a rien à réparer », répondit Bobby par l'intermédiaire du modulateur. « Tu as fait ton choix. Tu as préféré l'argent à l'amour, le luxe à la loyauté, un inconnu au père de tes enfants. Nous avons eu tort. Tellement tort. S'il te plaît, dis-moi ce que tu veux. Je veux que tu comprennes les conséquences. Je veux que tu ressentes ce que j'ai ressenti quand j'ai trouvé ces SMS. Quand j'ai lu ton projet de me jeter comme une ordure. Quand j'ai vu mes propres enfants célébrer l'idée de me remplacer par un homme plus riche. Les enfants ne savaient pas. Ils en savaient assez. Ils savaient qu'ils t'aidaient à te débarrasser de moi. Ils savaient qu'il y avait un autre homme. Ils ont choisi leur camp, Linda. Et ils ont choisi le tien. S'il te plaît, ne leur fais pas de mal. Ce ne sont que des enfants. Ils ont 17 ans. Assez grands pour comprendre la trahison. Assez grands pour en assumer les conséquences. Bobby raccrocha et sourit dans l'obscurité. Demain viendrait la phase finale et sa famille apprendrait le véritable prix de ses choix. Chapitre 6. La révélation. La 4e boîte est arrivée un mardi matin, livrée par un service de crieurs différent pour éviter d'établir des schémas récurrents. Cette fois, Linda attendait à la fenêtre, guettant toute livraison suspecte. Lorsque le courrier a sonné la porte, elle était là en quelques secondes. La boîte était plus lourde que les autres, et les mains de Linda tremblaient alors qu'elle le portait à la table de la cuisine. Ashley et Tyler se rassemblèrent autour d'elle, le visage serré avec anxiété. Ils vivaient dans un état de terreur constante depuis des semaines, sautant sur chaque son, vérifiant les serrures de manière obsessionnelle, dormant à peine. Faut-il appeler le détective Morrison en premier? Ashley a demandé. Non, dit fermement Linda. J'ai besoin de savoir à quoi nous tenons. Elle a ouvert la boîte avec des doigts tremblants. À l'intérieur, soigneusement disposés en rembourrage en mousse, se trouvaient des articles qui faisaient son sang se transformant en glace. Le portefeuille de Gregory Winter, ses clés, son téléphone et un petit appareil photo numérique. Mais ce sont les photographies dispersées sous ces articles qui ont fait crier Linda. Ils ont montré des hivers dans ce qui était clairement un espace confiné, assis contre un mur métallique avec ses mains zippées derrière son dos. Il avait l'air heureux, non rasé, ses vêtements chers ridés et tachés. Sur une photo, il tenait un journal avec date d'hier. Dans un autre, il regardait directement la caméra avec une terreur non déguisée dans ses yeux. Au bas de la boîte se trouvait une note manuscrite en lettres de bloc. Il est vivant pour l'instant. Appelez le numéro ci-dessous à exactement 20 heures. Ce soir. Venez seul à l'adresse fournie. Amenez Ashley et Tyler. Si vous impliquez la police, il meurt. Linda regarda la note, son monde inclinant sur son axe. Ce n'était pas un harceleur aléatoire ou un extorqueur. C'était quelqu'un qui connaissait son affaire, connaissait les hivers, en savait assez pour orchestrer tout ce cauchemar avec une précision chirurgicale. Maman. La voix de Tyler était à peine un murmure. C'est à propos de papa, n'est-ce pas?
Ashley étudiait les photos avec une compréhension croissante. La personne prenant ces photos, elle veut que nous voyions à quel point il a peur. Ils veulent que nous sachions qu'il pourrait le tuer s'il le voulait. L'esprit de Linda courait. Si Bobby était en vie, s'il était derrière, alors tout ce qu'elle pensait savoir sur son mari avait tort. L'homme calme et fiable qui a fixé des voitures et a payé Bill Hatton n'était pas ce qu'elle croyait qu'il était. La formation de l'armée qu'elle avait toujours rejetée comme histoire ancienne n'était pas aussi dormante qu'elle l'avait supposé. Ce soir-là, Linda s'est rendue à l'adresse spécifiée dans la note avec Ashley et Tyler sur le siège arrière. Ses enfants étaient silencieux, s'accrochant les uns aux autres à une peur qui faisait le chagrin de Linda. Quoi qu'il en soit, elle a amené cela sur sa famille à travers ses propres choix. L'adresse a conduit à un entrepôt abandonné dans un quartier industriel à la périphérie d'Atlanta. Linda s'est garée où la note avait instruit et attendu. À exactement 20 heures, son téléphone a sonné. Marchez jusqu'à l'entrée latérale. La voix déformée commandait, « Vos enfants restent dans la voiture. » La note a dit de les amener. Ils peuvent tout voir d'où ils sont. Déplacés. Linda s'approcha de la porte indiquée qui s'ouvrit alors qu'elle atteignit la poignée. À l'intérieur de l'entrepôt, il était faiblement éclairé par des feux de travail enfilés du plafond. Au centre de l'espace, Gregory Winter s'était lié à une chaise, très vivant, mais clairement terrifié. Gregory Linda a commencé vers lui, mais une voix de l'ombre l'a arrêté. Restez là où vous êtes. La voix n'était plus déformée. C'était douloureusement familier. Bobby entra dans la lumière et Linda halta. Il avait l'air différent, plus dur, plus maigre, avec le genre d'intensité concentrée qu'elle n'avait vue que sur les vieilles photographies de ses jours militaires. Ce n'était pas l'homme qui lui avait fait un café tous les matins et avait posé des questions sur sa journée. C'était quelqu'un de dangereux. Bonjour, Linda. Bobby. Sa voix s'est brisée sur son nom. Bobby, s'il vous plaît, nous pouvons résoudre ce problème. Nous pouvons résoudre ce problème. Pouvons-nous? Bobby s'est rapproché et Linda pouvait voir qu'il était armé. Un couteau de style militaire attaché à sa ceinture, quelque chose qui ressemblait à un tasé à la main. Pouvons-nous réparer 18 ans de mariage? Pouvons-nous déterminer le fait que vous avez choisi de l'argent plutôt que l'amour? Que nos enfants ont célébré l'idée de me jeter? Ils ne comprenaient pas. Ils ont suffisamment compris. Bobby a fait un geste vers la fenêtre où Ashley et Tyler étaient visibles dans la voiture, regardaient l'entrepôt avec des yeux terrifiés. Ils ont compris que Gregory pouvait leur donner des choses que je ne pouvais pas: école privée, voiture de luxe, connexion sociale. Ils ont compris que leur père blue collar était un embarras qu'ils étaient heureux de jeter. Winters a lutté contre ces contraintes, faisant des bruits étouffés à travers le ruban adhésif couvrant sa bouche. Oh, Gregory veut dire quelque chose, a déclaré Bobby. Devrions-nous entendre ce qu'il a à offrir? Bobby a déchiré la bande de la bouche de l'hiver et l'homme a immédiatement commencé à babiller. C'est fou. Linda, appelez la police. Il m'a kidnappé, m'a tenu prisonnier pendant des semaines. Il a complètement perdu la tête. Ai-je? Demanda Bobby doucement. Passons en revue les faits. Vous avez séduit une femme mariée, l'avez convaincue de trahir son mari et de manipuler ses enfants à soutenir votre plan. Vous avez vu l'occasion d'acquérir des actifs par le mariage tout en protégeant votre propre richesse grâce à des manœuvres juridiques soigneuses. Vous utilisiez Linda de la même manière que vous utiliseriez n'importe quel autre outil commercial. Ce n'est pas vrai, a protesté Winters. Mais le sien, les yeux ont évité lundi. Dois-je lui montrer les emails, Gregory? Ceux où vous vous êtes vanté à votre avocat pour décrocher la femme de l'entrepreneur et avoir accès à des actifs propres et à des capitaux propres. Dois-je jouer à l'enregistrement de votre appel téléphonique à votre frère où vous avez ri de jouer à la maison avec la veuve de l'armée jusqu'à ce que vous puissiez passer à quelqu'un de plus approprié? Le visage de Linda est devenu blanc. Vous avez enregistré nos conversations. J'ai tout enregistré, a déclaré Bobby. Chaque texte, chaque email, chaque appel téléphonique. Je connais l'argent que vous avez transféré sur le compte secret. Je connais les mensonges dont vous avez parlé aux enfants de leur avenir avec Gregory. Je connais vos plans pour demander le divorce pour des motifs d'abandon une fois que j'ai été en toute sécurité. L'entrepôt était silencieux à l'exception du son de la respiration en lambeaux de Linda. Alors, voici ce qui va se passer, a poursuivi Bobby. Gregory va disparaître en permanence. Son corps ne sera jamais trouvé. Sa mort restera un mystère. Bobby, non. Murmura Linda.
Vous allez retourner chez nous, emballer vos effets personnels et partir. La maison, l'entreprise, tout ce que j'ai construit qui reste avec moi. Vous ne prendrez rien d'autre que ce que vous avez apporté au mariage. Vous ne pouvez pas faire ça. Je peux faire tout ce que je veux, Linda. Vous avez abandonné la protection de notre mariage lorsque vous avez choisi de le trahir. Vous allez découvrir à quoi ressemble la vie sans les fondations que j'ai fournies. Bobby s'est tourné pour s'adresser directement aux Hivers. Et vous, Gregory, allez apprendre ce qui se passe lorsque vous essayez de voler la vie d'un autre homme. Il a élevé le tasé et les Hivers ont commencé à crier. De la voiture, Ashley et Tyler ont regardé leur père, un homme qu'ils pensaient connaître, devenir quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas reconnaître. La leçon que Bobby enseignait n'était pas seulement des conséquences. Il s'agissait de pouvoir, de la différence entre la protection et la vulnérabilité, sur ce qui s'est passé lorsque vous avez jeté les gens qui vous aimaient vraiment en faveur de ceux qui ne vous considéraient que comme utiles. Les cris se sont arrêtés. Bobby est retourné à Linda, son visage calme et s'est composé. 24 heures, dit-il tranquillement. Vous et les enfants avez 24 heures pour être partis. Après cela, quiconque encore dans ma maison devient une partie du problème que je dois résoudre. Linda trébucha vers la porte. Son monde s'est brisé au-delà de la réparation. Derrière elle, l'hiver Gregory était assis s'effondre sur sa chaise, très immobile et très calme. Bobby Fleming était enfin rentré à la maison. Chapitre 7. Le calcul. Le détective Ray Morrison s'est assis dans sa voiture de patrouille à l'extérieur de la maison Fleming, regardant Linda charger des valises dans sa BMW avec une précision mécanique. À travers ses jumelles, il pouvait voir que la femme était sous le choc, se déplaçant à travers les mouvements de l'emballage, mais clairement pas entièrement présent. Ses enfants aidaient, leur visage pâle et dessiné, sautant sur chaque petit son. Morrison était flic depuis 23 ans, et il a développé un instinct pendant quand les cas étaient sur le point de se détacher grand ouverte. La situation de Fleming avait tous les marqueurs, une personne disparue sans piste, une famille qui ne lui disait pas tout, et maintenant ce départ soudain au milieu de la nuit. Sa radio crépitait. Unité 47. Nous avons des rapports de cris du complexe industriel du district de l'entrepôt sur Riverside Drive. Morrison fronça les sourcils. C'était la même zone où la voiture abandonnée de Gregory Winter avait été trouvée il y a des semaines. Unité 47 répondant, a-t-il dit, commençant son moteur. Alors qu'il s'éloignait, il n'a pas vu Bobby Fleming émerger de l'ombre derrière la maison Fleming, regardant Linda et les enfants avec une satisfaction froide. Bobby surveillait les communications policières toute la nuit, attendant ce moment. À l'entrepôt, Morrison n'a trouvé que des pistes de pneus et la faible odeur de peur dans les airs. Quelqu'un était venu ici récemment, mais celui qu'il était nettoyé après lui-même avec une minutie professionnelle. Pourtant, ses instincts criaient que quelque chose de significatif s'était produit à cet endroit. Pendant ce temps, Linda a fini de charger le dernier de leurs biens. Ashley et Tyler se tenaient près de la voiture, l'air perdu et effrayé. « Où allons-nous, maman ?» Ashley a demandé la 3e fois. « Je ne sais pas », a admis Linda. « Un hôtel pour l'instant. Jusqu'à ce que je puisse comprendre quoi faire. » Tyler regardait la maison où il avait grandi. « Est-ce que papa va vraiment nous tuer si nous restons ?» Linda se souvint du regard dans les yeux de Bobby à l'entrepôt. La manière décontractée qu'il avait manipulé des armes qu'elle avait oubliées, il savait comment utiliser. L'homme avec lequel elle était mariée depuis 18 ans avait toujours été capable de violence. Elle venait d'être protégée de le voir. « Oui, dit-elle tranquillement. Je pense qu'il pourrait. » Ils sont partis juste au moment où Bobby franchit la porte d'entrée de sa maison pour la première fois en un mois. Tout était exactement comme il l'avait quitté, à l'exception des espaces où Linda et les enfants avaient retiré leurs effets personnels. Leur absence ressemblait à un nettoyage, comme l'excision infectée des tissus d'une blessure. Dans son atelier, Bobby a commencé le processus méthodique de disposition des preuves. L'équipement de surveillance est allé dans une cuve d'acide. Les téléphones et l'électronique ont été détruits avec un électro-M de qualité militaire. Les armes et les contraintes ont été démontées et dispersées dans 3 comtés différents. Le corps de Gregory Winter ne serait jamais trouvé car il n'y avait pas de corps à trouver. L'homme était très vivant, bien que profondément changé par son expérience. Bobby l'avait conduit à une gare routière à Jacksonville et l'avait donné assez d'argent pour disparaître en permanence. Le choix fait face aux Hivers était simple.
commencer une nouvelle vie quelque part loin sous une nouvelle identité où séjourne et affronterait les accusations de meurtre pour les crimes que Bobby s'assurerait qu'il était encadré. Winters avait choisi de disparaître, comprenant que Bobby Fleming n'était pas un homme qui avait fait des menaces inactives. Au cours des prochains jours, Bobby a systématiquement reconstruit sa vie. Il a changé les serrures de la chambre, a mis à jour son assurance commerciale pour refléter son nouveau statut unique et a commencé le processus juridique de la demande de divorce pour des motifs d'abandon et d'adultère. La preuve de l'affaire de Linda, soigneusement documentée au cours des mois de surveillance, a rendu la procédure de divorce rapidement et décisive. Elle n'avait aucune position légale pour revendiquer les actifs que Bobby avait construits avant et pendant leur mariage. La maison, l'entreprise, les comptes d'épargne, tout est resté avec Bobby. Les tentatives de Linda de le joindre étaient féodales. Les anciens numéros de téléphone ont été déconnectés. Ses adresses e-mail ont été modifiées. Même ses coordonnées d'entreprise ont été mises à jour pour acheminer un service de réponse qui avait des instructions strictes sur le dépistage des appels. Le détective Morrison a continué d'enquêter. Mais sans preuve physique ni témoin crédible, le cas de l'hiver a fait froid. L'homme avait simplement disparu, ne laissant que des questions et des théories. Morrison soupçonnait l'implication de Bobby Fleming, mais les soupçons n'étaient pas des preuves, et des preuves étaient ce dont il avait besoin pour construire un cas. 3 semaines après la confrontation de l'entrepôt, Morrison a fait une dernière tentative de localisation de Bobby. Il a conduit à la maison Fleming et a frappé à la porte. Bobby a répondu, l'air détendu et bien reposé pour la première fois depuis des mois. Détective Morrison, a déclaré Bobby agréablement. « Que puis-je faire pour vous, monsieur Fleming ? On m'a dit que vous aviez voyagé Portland, l'Oregon, ce n'était pas tout. » Changement de plan, a déclaré Bobby facilement. A décidé que je préfère la Géorgie après tout. Incroyable à quel point vous pouvez manquer la maison lorsque vous en êtes loin. Morrison a étudié le visage de Bobby, à la recherche de raconte des signes de tromperie ou de culpabilité. Ce qu'il a vu était un homme qui est apparu complètement en paix avec lui-même et sa situation. Avez-vous eu des contacts avec Gregory Winters récemment ? Demanda directement Morrison. Jamais rencontré l'homme, a répondu Bobby. Bien que je comprends qu'il sortait avec mon ex-femme pendant un certain temps. Petit monde. Votre ex-femme ? Le divorce a été finalisé la semaine dernière. Linda a décidé qu'elle voulait un autre type de vie. J'étais heureux de le lui donner. Morrison est parti sans obtenir les réponses pour lesquelles il était venu, mais avec la certitude inconfortable qu'il venait d'interviewer un homme très dangereux qui avait couvert ses traces avec des compétences professionnelles. Ce soir-là, Bobby se tenait dans son atelier, entouré des outils et des machines qui étaient son gagne-pain depuis 15 ans. L'espace était différent maintenant, plus propre, plus concentré, libéré du poids des obligations envers les personnes qui n'avaient jamais vraiment apprécié ce qu'il a fourni. Son téléphone a sonné. Un nouveau client avec une Mustang de 1967 qui nécessitait une restauration complète. Bobby sourit en descendant les détails. La vie revenait à la normale, ou peut-être à ce que la normale aurait dû être depuis le début. À l'extérieur, il a commencé à pleuvoir, laver les dernières traces d'une vie qui n'avait jamais vraiment été la sienne. Chapitre 8. La nouvelle commande. 6 mois après la confrontation de l'entrepôt, Linda Fleming s'est assise dans un appartement à l'ordre de 2 chambres à lundi à une pile de factures. Elle ne pouvait pas payer. Son permis immobilier avait été suspendu en attendant une enquête éthique déclenchée par des plaintes anonymes concernant sa conduite professionnelle. Sans revenus et avec des frais juridiques du montage du divorce, elle faisait face à une ruine financière. Ashley avait été forcée de se retirer de son école privée et de s'inscrire au lycée public local où elle avait du mal à s'adapter à un environnement éloigné du privilège qui lui avait été promis. Tyler avait développé des crises d'anxiété et passé la majeure partie de son temps dans sa chambre, refusant de parler de ce qu'il avait été témoin de cette nuit-là à l'entrepôt. Le pire était l'isolement. Gregory Winters avait complètement disparu, ne laissant aucune adresse de transfert et aucune explication. Les amis de Linda de sa vie antérieure s'étaient distancés une fois que le divorce est devenu public et que les détails de sa liaison ont émergé. Elle avait tout perdu. Son mari, sa maison, sa sécurité financière, sa position sociale à la poursuite d'un fantasme qui avait évaporé le moment où Bobby a révélé sa vraie nature. Pendant ce temps, Bobby Fleming était en plein essor. Son entreprise de restauration automobile s'était élargie, affrontant des clients haut de gamme qui ont apprécié son attention méticuleuse aux détails et absolument fiabilité.
Word s'était répandu dans la communauté des voitures classiques d'Atlanta à propos de son travail exceptionnel, et il a été réservé solide pour les 18 prochains mois. Le détective Morrison avait officiellement clôturé l'affaire Gregory Winters en tant qu'enquête de personnes disparues, la déposant avec des centaines d'autres disparitions non résolues. Sans des preuves de jeu déloyal et sans aucune nouvelle émission de développement, le ministère ne pouvait pas justifier des ressources continues sur ce qui pourrait simplement être un homme qui avait choisi de disparaître. Mais Morrison n'avait pas oublié Bobby Fleming. Il avait tenu de passer au-delà de la maison Fleming de temps en temps, notant les améliorations apportées par Bobby à la propriété. Les voitures chères qui sont arrivées pour les travaux de restauration. Les signes d'un homme qui ne survivait pas seulement mais prospère dans sa nouvelle situation. Par une chaude soirée d'octobre, Morrison a décidé de rendre une autre visite à Bobby. Il l'a trouvé dans l'atelier appliquant soigneusement l'amorce à l'aile d'une Corvette vintage. « Belle voiture » dit Morrison, admirant le savoir-faire. Bobby leva les yeux, ne montrant aucune surprise de l'apparition du détective. 1963 split fenêtre. Le propriétaire cherche quelqu'un pour le restaurer depuis 3 ans. A finalement décidé que je valais la peine d'attendre. Les affaires sont bonnes, meilleures que jamais. Incroyable à quel point vous pouvez être plus concentré lorsque vous n'êtes pas distrait par un drame familial. Morrison se pencha contre le collier, étudiant le visage de Bobby. J'entends que votre ex-femme a des difficultés financières. Je ne saurais pas, a déclaré Bobby, retournant à son travail. Nous ne communiquons pas non plus les enfants. La main de Bobby s'arrêta un instant avant de continuer les coulisses de l'amorce. Ashley et Tyler ont fait leur choix. Ils sont assez vieux pour vivre avec les conséquences. Ce sont vos enfants, Bobby. L'ADN n'oblige personne à rien. Détective, ces enfants ont célébré l'idée de me remplacer par un homme plus riche. Ils ont activement participé à un plan pour me manipuler dans l'abandon de ma propre famille. Pourquoi voudrais-je une relation avec des gens comme ça? Morrison n'avait aucune réponse pour cela. D'après son expérience, la plupart des gens ont maintenu les relations familiales même lorsqu'ils étaient toxiques ou nocifs. La volonté de Bobby pour rompre complètement les liens avec ses enfants, il était inhabituel, et cela a renforcé la conviction de Morrison que Bobby était capable d'actions extrêmes lorsqu'il se sentait trahi. Et Gregory Winters? Morrison a demandé, des théories sur ce qui lui est arrivé? Bobby posa son pinceau et regarda directement Morrison. Ma théorie est que Gregory Winters était un prédateur qui a fait l'erreur de cibler la mauvaise famille. Les prédateurs ont des ennemis, détective. Finalement, l'un de ses ennemis les rattrape. Est-ce ce qui s'est passé? Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à Gregory Winters. J'étais à Portland, en Oregon. Rappelez-vous? Vous avez le billet de bus pour le prouver. Morrison a quitté l'atelier plus frustré que jamais. Bobby Fleming était soit innocent de toute implication dans la disparition d'Oliver, soit il était l'un des criminels les plus habiles que Morrison ait jamais rencontrés. Quoi qu'il en soit, sans preuve, il n'y avait rien de plus que le détective pouvait faire. Cette nuit-là, Bobby a fait un appel téléphonique à Marcus Chin. « Comment est notre ami à Jacksonville ?» demanda Bobby. Gardant la tête baissée, Marcus a répondu « J'ai obtenu un emploi dans un magasin de pièces automobiles sous son nouveau nom. Vivre dans un appartement d'efficacité, monte le bus pour travailler. Il a appris à être très prudent sur ses choix. Bon. Toute autre affaire? Les attaques. L'éducation dans les dangers de la trahison. Il vous soupçonne, mais les soupçons ne sont pas des preuves. Tant que vous maintenez votre modèle actuel et que vous ne faites rien pour attirer l'attention, vous êtes clair. Après avoir terminé l'appel, Bobby a traversé sa maison, appréciant le silence et l'ordre. Chaque chambre était exactement comme il le voulait. Chaque décision était à elle seule à prendre. Chaque dollar qu'il a gagné lui appartenait. Il avait réalisé quelque chose dont beaucoup d'hommes ne rêvaient que. Liberté totale des obligations et des compromis qui avaient défini sa vie adulte. Le coût avait été élevé. Son mariage, sa relation avec ses enfants, sa foi dans la fidélité familiale. Mais le prix valait la peine d'être payé. Bobby Fleming avait appris que l'amour et la loyauté étaient des luxes qui ne pouvaient exister qu'en présence de respect mutuel et d'engagement. Lorsque ces fondations s'effondraient, ce qui est resté, c'est l'arithmétique simple du pouvoir et des conséquences. Le matin, il continuerait à construire la vie qu'il avait choisie, libre du poids des personnes qui s'étaient révélées indignes de sa protection et de sa provision. C'était une vie de son propre design,
responsable de personne d'autre que lui-même. Pour la première fois en 20 ans, Bobby Fleming était exactement là où il voulait être. Chapitre 9. La leçon finale. 2 ans se sont écoulés depuis la confrontation de l'entrepôt, et Bobby Fleming s'était installé dans une routine qui lui convenait parfaitement. Ces jours ont commencé à 5 heures avec une séance d'entraînement dans le gymnase qu'il avait construit dans son sous-sol, suivi du café et des nouvelles. Puis 8 heures dans son atelier pour restaurer des automobiles vintage pour les clients qui ont payé des prix premium pour son expertise. Les soirées ont été passées à lire, à planifier de futurs projets ou à maintenir le vaste système de sécurité qu'il avait installé autour de sa propriété. Il avait appris à valoriser la solitude, à trouver la satisfaction du travail bien fait et à apprécier le plaisir simple de répondre à personne d'autre que lui-même. Les cicatrices de la trahison de sa famille avaient guéri en quelque chose de plus difficile et plus résili. Bobby ne pensait plus à Linda, Ashley ou Tyler en tant que personne qu'il aimait autrefois. Ils étaient devenus des exemples de prudence de la raison pour laquelle la confiance nécessitait une culture soignée et une vigilance constante. Un mardi matin de mars, sa sonnette a sonné. Grâce à ses caméras de sécurité, Bobby a vu Ashley debout sur son porche avant nerveux et beaucoup plus âgé que ses 19 ans. Elle avait perdu du poids. Ses vêtements étaient peu coûteux et mal ajustés, et il y avait des cercles sombres sous ses yeux qui parlaient de stress chronique et de mauvais sommeil. Bobby considérait l'ignorer entièrement, mais la curiosité a gagné. Il a activé le système d'interphone. « Que voulez-vous, Ashley ?» Elle regarda directement la caméra, des larmes se formant déjà dans ses yeux. « Papa, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Nous n'avons rien à discuter. S'il vous plaît, seulement 5 minutes. Je sais que tu nous détestes, mais je te supplie. S'il vous plaît. » Contre son meilleur jugement, Bobby a ouvert la porte. Ashley avait l'air encore pire de près, mince, pâle, portant des vêtements qui provenaient clairement d'une friperie. L'adolescente privilégiée qui avait célébré son départ avait été remplacée par une jeune femme qui avait appris des leçons sévères sur le monde réel. 5 minutes, dit froidement Bobby. Ashley entra à l'intérieur, regardant autour de la maison dans laquelle elle avait grandi avec un désir évident. Bobby avait largement redécoré, en supprimant chaque trace d'elle et de la présence de Tyler. Les photos de la famille ont disparu, remplacées par des souvenirs militaires et de l'art automobile. Ce n'était plus une maison familiale. C'était un domaine de baccalauréat. La maison a l'air bien, dit-elle tranquillement. Qu'est-ce que tu veux, Ashley ? Elle a pris un souffle tremblant. Maman est à l'hôpital. Elle a essayé de prendre des pilules. Tyler l'a trouvée et a appelé le 911. Bobby n'a rien ressenti. Je suis désolé d'entendre cela, mais ce n'est pas mon problème. Elle vous demande. Les médecins disent qu'elle pourrait ne pas y arriver et elle continue de dire votre nom. Linda a fait ses choix. Les conséquences de ses choix sont les siennes. Le sang-froid d'Ashley a craqué. Elle est en train de mourir, papa. Elle est en train de mourir et elle vous appelle et vous ne vous en souciez même pas. Dois-je m'en soucier ? Dois-je me soucier d'une femme qui a comploté pour me jeter comme des ordures ? Qui a tourné mes propres enfants contre moi ? Qui a choisi l'argent d'un étranger contre l'amour de son mari ? Nous avions tort. Ashley sanglotait. Nous avions tellement tort. Et nous l'avons payé tous les jours depuis votre départ. Tyler ne peut pas dormir. Il fait des cauchemars sur cette nuit à l'entrepôt. Maman n'a pas pu occuper un emploi. Elle boit trop. Elle pleure tout le temps. Nous avons tout perdu, papa. Tout. L'expression de Bobby n'a pas changé. Bon. Le mot a frappé Ashley comme un coup physique. Vous nous détestez vraiment autant. La haine est une émotion qui nécessite un investissement. Dit calmement Bobby. Je ne te déteste pas, Ashley. Je me fiche tout simplement de ce qui vous arrive. Tu es des étrangers pour moi maintenant. Des étrangers qui m'ont causé une autre douleur, mais qui ne sont plus pertinents pour ma vie. Nous sommes votre famille. La famille ne complote pas pour se détruire. La famille ne célèbre pas l'exil de chacun. La famille ne choisit pas d'argent plutôt que l'amour. Bobby se dirigea vers la porte. Il vous reste 2 minutes. Ashley pleurait ouvertement maintenant. J'avais 17 ans, papa. J'avais 17 ans et je croyais à ce que maman m'a dit que tu es plus heureux sans nous. Je pensais que nous faisions quelque chose de bien pour vous. Vous pensiez que vous aviez mis à niveau vers une vie meilleure avec Gregory Winters.
N'insultez pas mon intelligence en prétendant qu'il s'agissait de mon bonheur. Tu as raison. Ashley chuchota, tu as raison, et je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Mais Tyler et moi, nous étions enfants. Nous étions stupides et égoïstes, et nous avons suivi l'exemple de maman, mais nous étions des enfants. Tu étais assez vieux pour comprendre la trahison, assez vieux pour faire des choix, assez vieux pour vivre avec conséquence. Ashley a regardé autour de la maison une fois de plus, prenant l'absence complète de tout signe qu'une famille y avait jamais vécu. Venez-vous la voir, s'il vous plaît? Une seule fois avant qu'il soit trop tard. Bobby ouvrit la porte d'entrée. Le temps est écoulé. Ashley se dirigea vers la porte puis se retourna. Je sais que vous ne nous pardonnerez jamais. Je sais que nous avons détruit quelque chose qui ne peut pas être corrigé. Mais je veux que vous sachiez que vous perdre a été la pire chose qui nous soit arrivée. Pire que d'être pauvre. Pire que les gens qui nous regardent. Pire que tout. Nous avions quelque chose de réel avec vous et nous l'avons jeté pour quelque chose qui n'a jamais été réel du tout. Oui. Bobby a accepté. Vous l'avez fait. Ashley est partie sans un autre mot. Bobby a regardé à travers ses caméras de sécurité alors qu'elle se dirigeait vers une Honda Civic battue et s'éloignait. Il a remarqué qu'elle n'avait même pas de téléphone portable. Elle vivait à un niveau de pauvreté qui a fait de la communication de base un luxe. Ce soir-là, Bobby a fait des recherches sur l'état de Linda par le biais de contacts à l'hôpital. Elle était stable, mais avait subi d'importants dommages hépatiques à cause de la surdose. Les médecins s'attendaient à ce qu'elle se rétablisse physiquement, bien que les dommages psychologiques persisteraient probablement. Il a également appris que Tyler avait abandonné le lycée et travaillait dans un restaurant de restauration rapide pour aider à soutenir sa mère et sa sœur. Le garçon qui avait été gêné autrefois par le travail blue-collar de son père découvrait maintenant la réalité du travail du salaire minimum. Bobby n'a ressenti aucune satisfaction dans leur souffrance. C'était simplement le résultat naturel de leur choix. Aussi inévitable que la gravité ou l'érosion, ils avaient choisi de détruire les fondations de leur famille, et maintenant ils vivaient la vie sans ce soutien. 3 jours plus tard, le détective Morrison a appelé à informer Bobby que Gregory Winters avait été retrouvé mort à Jacksonville, un suicide apparent dans son appartement d'efficacité. L'homme n'avait laissé aucune note, mais les voisins ont rapporté qu'il semblait de plus en plus paranoïaque et instable ces dernières semaines. Je pensais que tu devrais savoir, a déclaré Morrison. L'affaire est officiellement close maintenant. Bobby l'a remercié pour les informations et a raccroché. Gregory Winters avait appris trop tard que certains choix ont conduit des conséquences permanentes. L'homme qui pensait pouvoir détruire avec désinvolture la famille d'un autre homme avait découvert que les prédateurs devenaient parfois la proie. Cette nuit-là, Bobby se tenait dans son atelier, entouré des outils et des projets qui étaient devenus son monde. La Mustang vintage qu'il rétablit brillait sous les feux de travail. Chaque détail parfait, chaque composant précisément où il appartenait. Il a pensé à la visite d'Ashley, à la surdose de Linda, à propos du travail de salaire minimum de Tyler et du suicide de Gregory Winter. L'épave de son ancienne vie était maintenant terminée. Et à partir de cette épave, Bobby avait construit quelque chose de plus fort et plus honnête. Il avait appris que l'amour sans respect ne valait rien, que la famille sans loyauté n'avait pas de sens, que la protection sans appréciation a été gaspillée. Son ex-femme et ses enfants lui avaient appris ces leçons par leur trahison, et il était reconnaissant pour l'éducation. Bobby Fleming avait été forgé dans le creuset de la trahison et était devenu quelque chose de plus difficile, plus propre et plus utile. Il ne devait aucune dette, n'atteint aucune illusion et n'a fait aucun compromis. C'était une vie solitaire, mais ce fut authentique. Au loin, les cloches de l'église ont sonné à minuit, marquant le début d'un autre jour dans une vie qui lui appartenait entièrement. Bobby a souri et est retourné à son travail, contenu en sachant qu'il ne serait plus jamais vulnérable au type de trahison qu'il avait presque détruit. La dernière leçon avait été apprise et l'étudiant était devenu le maître de son propre sort. C'est là que notre histoire touche à sa fin.